La nuit du 17 juillet, quelque part au-dessus du golfe Persique, des radars militaires américains détectent en quelques secondes une masse de signaux qui ne devraient pas exister. Des dizaines de trajectoires balistiques convergent vers des bases où dorment des milliers de soldats. Que s'est-il vraiment passé dans ces premières minutes, quand les sirènes ont hurlé et que personne, ni à Washington ni à Téhéran, ne savait encore jusqu'où irait cette nuit-là? Depuis des mois, la tension entre l'Iran et les États-Unis montait, alimentée par des sanctions, des incidents maritimes dans le détroit d'Ormuz et des frappes ciblées attribuées à Washington contre des installations stratégiques iraniennes. Chaque camp accusait l'autre de préparer une escalade. Les États-Unis avaient renforcé leur présence militaire dans le Golfe, déployant un porte-avions supplémentaire accompagné de plusieurs destroyers équipés du système de défense antimissile Aegis. L'Iran, de son côté, multipliait les exercices avec ses batteries Bavar 373, son système de défense aérienne censé rivaliser avec le Patriot américain. Les deux pays semblaient avancer, presque au ralenti, vers un point de non-retour. Ce point de non-retour est arrivé le 17 juillet, en pleine nuit locale. Selon plusieurs sources militaires, l'Iran a lancé une vague coordonnée de missiles balistiques et de missiles de croisière contre des bases militaires américaines situées dans plusieurs pays du Golfe. Des drones kamikazes ont également été envoyés en essaim, probablement pour saturer les défenses anti-aériennes avant l'arrivée des missiles les plus lourds. Des dépôts de munitions, des pistes d'aviation et au moins un poste de commandement auraient été directement touchés. Des images amateurs, diffusées quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux, montraient des colonnes de fumée noire s'élevant au-dessus de hangars militaires, sous un ciel encore éclairé par des tirs de DCA. La réplique américaine n'a pas tardé. En quelques minutes, des chasseurs F-35 et F-16 ont décollé des bases visées et de bases voisines pour intercepter les vagues suivantes de projectiles. Les équipages, réveillés en urgence, ont dû improviser des interceptions dans un ciel saturé de contacts radars contradictoires. Un pilote aurait confié, selon des propos rapportés par des sources proches du Pentagone, qu'il n'avait jamais vu autant de menaces simultanées sur son écran. Pendant ce temps, en mer, les destroyers Aegis positionnés dans le Golfe ont activé leur radar de conduite de tir, cherchant à intercepter les missiles avant qu'ils n'atteignent la côte. Des sous-marins américains, silencieux sous la surface, auraient également été repositionnés dans les heures suivant l'attaque, prêts à frapper des cibles côtières iraniennes si l'ordre venait à tomber. Sur Terre, la situation était tout aussi tendue. Des unités blindées américaines stationnées dans la région ont été placées en alerte maximale, tandis que des renforts de chars et de véhicules blindés étaient acheminés vers les zones jugées les plus exposées. En Iran, des colonnes de blindés auraient également été déplacées près des frontières et des côtes, officiellement pour se prémunir contre une contre-offensive terrestre que beaucoup, à Téhéran comme à Washington, jugeaient désormais plausible. On imagine sans peine l'ambiance dans les salles de commandement cette nuit-là. Écrans clignotants, appels croisés entre officiers, silence lourd avant chaque décision. Et vous, si vous aviez été à la place du président américain cette nuit-là, avec des vies de soldats en jeu à chaque minute, auriez-vous ordonné une riposte immédiate ou attendu confirmation de chaque cible? Dans les heures qui ont suivi la première frappe, les États-Unis ont annoncé avoir mené des frappes de représailles contre des installations militaires iraniennes. Selon des sources au Pentagone, des sites de lancement de missiles, des radars liés au système Bavar 373 et plusieurs entrepôts logistiques situés près de zones côtières auraient été visés. Des avions embarqués depuis le porte-avions américain positionné dans le Golfe auraient participé à ces frappes, aux côtés des chasseurs venus des bases terrestres. Du côté iranien, des sources militaires ont évoqué des pertes humaines significatives, sans donner de chiffres précis dans les premières heures, tout en assurant que les capacités de défense du pays restaient intactes. Les bilans, encore incertains à ce stade, donnent une idée de l'ampleur du choc. Du côté américain, plusieurs sources évoquent une dizaine de militaires tués et une trentaine de blessés, principalement sur 2 bases directement frappées, ainsi que des dégâts matériels importants sur des pistes, des hangars et des dépôts de carburant.
Du côté iranien, les estimations avancées par des observateurs indépendants et certains services de renseignement occidentaux parlent de plusieurs dizaines de morts parmi les forces armées, ainsi que de destructions sur au moins 3 sites militaires, dont un centre de commandement régional et un port utilisé pour des opérations logistiques navales. Ces chiffres restent invérifiables de façon indépendante, chaque camp ayant intérêt à minimiser ou à exagérer selon le récit qu'il veut construire. À la Maison-Blanche, la réaction a été rapide. Un communiqué officiel a qualifié l'attaque iranienne d'acte de guerre non provoqué, affirmant que les États-Unis se réservaient le droit de répondre par tous les moyens nécessaires pour protéger leurs forces et leurs alliés dans la région. À Téhéran, le discours a été inversé point par point. On y accuse Washington d'avoir poussé le pays à agir en multipliant les provocations militaires et économiques depuis des mois, présentant la frappe du 17 juillet comme une réponse légitime à une agression continue. Deux versions, deux récits, et entre les deux, des populations civiles qui ne choisissent jamais la guerre, mais qui en paient toujours le prix le plus lourd. Alors sincèrement, qui pensez-vous a réellement déclenché cette guerre ? Celui qui a tiré le premier missile ou celui qui a construit, mois après mois, les conditions pour que ce missile parte un jour? Aux Nations Unies, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité a été convoquée dans la journée du 17 juillet. Les appels au calme se sont multipliés, sans qu'aucune résolution contraignante ne soit adoptée dans l'immédiat, les grandes puissances restant divisées sur l'attribution des responsabilités. Les pays voisins du Golfe ont exprimé une inquiétude à peine voilée. L'Arabie saoudite a appelé à la retenue, tout en renforçant discrètement sa propre défense aérienne. Les Émirats arabes unis ont fermé temporairement une partie de leur espace aérien civil, provoquant des dizaines d'annulations de vols internationaux. Le Qatar, qui accueille lui-même une importante présence militaire américaine, a exprimé sa profonde préoccupation face au risque que son territoire devienne à son tour une cible dans l'escalade. Les marchés financiers, eux, n'ont pas attendu les communiqués diplomatiques pour réagir. Dès l'ouverture des échanges asiatiques, les cours du pétrole ont bondi de plusieurs points de pourcentage, les investisseurs redoutant une fermeture partielle ou totale du détroit d'Ormuz, par lequel transite une part considérable du pétrole mondial. En quelques heures, le prix du baril a grimpé de façon spectaculaire, entraînant dans son sillage les cours de l'énergie sur plusieurs continents. Des experts évoquaient déjà des scénarios de pénurie et de hausse des prix à la pompe, un sujet qui touche directement le quotidien de millions de foyers bien au-delà du Moyen-Orient, jusque dans les stations-service de nos propres villes. Mais derrière les chiffres militaires, les cours du pétrole et les communiqués officiels, il y a des vies suspendues. Près des bases visées, des familles entières ont été réveillées en pleine nuit par des explosions dont elles ne comprenaient pas immédiatement l'origine. Des habitants de zones proches des installations militaires iraniennes ont raconté avoir vu le ciel s'illuminer avant d'entendre le bruit, ce décalage terrifiant entre la lumière et le son qui précède toujours la peur la plus brute. Des convois de véhicules ont commencé à quitter certains quartiers proches des sites stratégiques dans plusieurs pays du Golfe, formant des files interminables sur des routes soudain saturées. Des enfants, des personnes âgées, des familles entières emportant en hâte ce qu'elles pouvaient, sans savoir si elles reviendraient dans une maison encore debout. Ce sont ces images-là qui, souvent, restent le plus longtemps gravées, bien après que les communiqués militaires ont été oubliés. Dans les jours qui ont suivi cette première nuit de frappe, la situation est restée extrêmement volatile. Des accrochages sporadiques ont continué d'être rapportés dans le détroit d'Ormuz, entre navires de guerre iraniens et bâtiments de la marine américaine, sans qu'aucun cessez-le-feu formel ne soit annoncé. Des renforts supplémentaires, aériens et navals, ont continué d'affluer vers la région depuis les bases américaines en Europe et en Asie. De son côté, l'Iran a annoncé la mobilisation de réservistes et le renforcement de ses défenses côtières, tout en affirmant rester ouvert, en théorie, à une désescalade négociée, sans qu'aucun geste concret ne vienne appuyer cette déclaration dans les jours suivants. Ce qui frappe le plus, en observant cette séquence heure par heure, c'est la vitesse à laquelle des décennies de tensions accumulées ont pu basculer en une seule nuit
vers un affrontement ouvert entre deux puissances lourdement armées. Des chasseurs de dernière génération, des porte-avions, des systèmes de défense antimissiles parmi les plus avancés au monde, tout cela mobilisé en quelques heures, comme si le monde entier retenait son souffle en attendant de savoir si cette nuit resterait un épisode isolé ou le premier chapitre d'un conflit bien plus vaste. Beaucoup d'analystes, dans les jours suivants, ont évoqué la crainte d'un embrasement régional, capable d'entraîner d'autres acteurs, étatiques ou non, dans une spirale impossible à contenir. Face à cette incertitude, une question mérite d'être posée sans détour. Sommes-nous réellement prêts à affronter ce qui pourrait suivre si cette nuit du 17 juillet n'était que le début d'un engrenage plus long? Les populations civiles du Golfe, les marchés mondiaux, les familles de militaires des deux camps, tous se retrouvent aujourd'hui suspendus à des décisions prises dans des salles de crise, loin de leur regard, mais qui affecteront directement leur quotidien dans les semaines à venir. Ce qui est certain à ce stade, c'est qu'aucun des deux camps ne semble prêt à céder du terrain, ni sur le plan militaire, ni sur le plan diplomatique. Les bases continuent d'être renforcées, les navires de guerre patrouillent toujours dans des eaux sous tension extrême, et chaque nouvelle heure sans frappe est perçue non pas comme un signe d'apaisement, mais comme une pause avant une possible nouvelle vague. Entre Washington et Téhéran, la confiance a disparu depuis longtemps, et ce qui reste, c'est un équilibre précaire, maintenu par la peur mutuelle d'une escalade totale plutôt que par une véritable volonté de paix. Cette histoire, encore en train de s'écrire au moment où elle est racontée, illustre à quel point la frontière entre stabilité et chaos peut être fragile, même entre des puissances qui savent, mieux que quiconque, le prix d'une guerre ouverte. Elle rappelle aussi que derrière chaque missile, chaque chasseur qui décolle, chaque navire qui prend position, il y a des soldats, des familles et des civils qui n'ont pas choisi cette nuit du 17 juillet, mais qui devront pourtant en vivre les conséquences, parfois pendant des années. La suite de cette confrontation reste totalement ouverte, et une chose est sûre, personne, ni à Téhéran ni à Washington, ne peut aujourd'hui garantir que cette nuit-là restera un simple épisode isolé dans l'histoire déjà tourmentée de cette région du monde.